Alors ce n'est peut-être pas un programme, mais ça a quand même l'odeur d'un programme, le style d'un programme, ce à quoi on a assisté pendant plus d'une heure. Maintenant, Éric Zemmour a déroulé ses intentions, ses idées dans le grand jury, peut-être aussi illustré, on va le voir ensemble, les angles morts de sa stratégie et de sa vision, sa priorité française, sa radicalité assumée, ses rapports avec Marine Le Pen, ses réponses aux questions du pouvoir d'achat en particulier, l'économie en général. Nous allons revenir sur les moments clés de ce grand jury, avec à mes côtés Arlette Chabot, Julien Arnaud, Jean-Michel Apathy. Je salue également Stéphanie Villers, économiste, et Marion Parizet, secrétaire générale du think tank Le Millénaire. Bonjour à vous tous. Plantons le décor sur un point. Sa décision est prise, semble-t-il. Je parle bien sûr de sa candidature. Elle est prise, sa décision, en tout cas dans sa tête. Quand je vois les réactions des gens qui me disent « ne nous abandonnez pas », qui me disent vous êtes notre homme providentiel, il faut écouter ce que me disent les gens toutes les semaines. C'est même émouvant, c'est même, comment vous dire, ça fait à la fois chaud au cœur et ça donne une responsabilité énorme. Donc, si vous voulez, ça compte évidemment dans ma prise de décision. Ma décision est prise dans ma tête, vous ne savez pas ce qu'il en est, et je choisirai mon moment. On ne va pas épiloguer sur ce faux suspense, Jean-Michel Apathy, mais il se voit un homme providentiel, Éric Zemmour, c'est comme ça aussi que vous l'entendez aujourd'hui ? Enfin oui, alors bon, la séquence, c'était au début de l'émission sur l'homme providentiel, était un peu confuse. Il a dit que lui-même ne se voyait pas un homme providentiel, justement. Mais bon, ça, c'est pas très important. Il a décidé, il l'a dit, s'il serait ou non candidat à l'élection présidentielle. On verra un peu plus loin. Moi, je pense qu'un homme politique qui fait une émission d'1 heure et qui, dans cette émission d'1 heure, a le projet de venir faire l'annonce qu'il supprimera le permis à points, c'est qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Ça, vraiment, voilà, c'est du marketing des annonces. Il y en a une à chaque émission. C'est des petits cailloux qui amènent à la décision. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc, Éric Zemmour fait durer le suspense qui n'a plus aucun suspense. Rentrons dans le vif du sujet puisque vous l'avez abordé. C'est peut-être un point, c'est la seule proposition très concrète. L'annonce, annonce. Bon, il veut supprimer le permis à points. Et il faut écouter ce qui précède la volonté de supprimer le permis à points. Vous vous souvenez, la fameuse formule de Pompidou qu'on cite beaucoup, « arrêtez d'emmerder les Français ». Depuis 10 ans, on ne cesse d'emmerder les Français. On ne cesse d'emmerder les Français avec ces taxes, avec ces voitures qui ne peuvent plus rentrer dans les grandes villes, avec ces axes piétonniers et réservés aux vélos qui tuent les commerces. La rue de Rivoli, les commerces ferment à Paris, les uns après les autres. Ouais. À Paris, pardon, merci. Et dans les autres villes, c'est la même chose. Dans les autres grandes villes dirigées par la gauche. On n'arrête pas d'interdire ceci, d'interdire cela, d'interdire les terrasses chauffantes. On passe son temps à emmerder les Français. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter cela. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Bah oui. Par exemple, supprimer le permis à points. Supprimer le permis à points. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ça ne sert à rien. Julien Arnaud, est-ce que là, la pensée d'Éric Zemmour est assez résumée? On emmerde les Français, donnons de la liberté, y compris sur la question du permis à points qui, j'avoue, ne me semblait pas un point de contestation ou peut-être que ça m'avait échappé, je ne sais pas. Mais c'était une proposition dans le programme de Marine Le Pen de 2012, la suppression du permis à points. Donc vous faites déjà bien de une vous candidate à la présidentielle qui l'avait proposé. J'ai recherché qui avait pu le proposer. Marine Le Pen dans son programme de 2012. Réduire aussi un certain nombre de vitesses sur des routes. Donc on est un peu dans ce que propose aussi le futur hypothétique candidat Éric Zemmour. Mais il y a vraiment, oui, une opération séduction de parler à ceux qui roulent, à ceux qui travaillent. Et on a tous entendu ici en disant oh là là, pénible ce stage qu'il faut récupérer les points, ça coûte, etc. On nous emmerde, l'expression est là. Il se fait l'écho, je dirais, de cette France-là, de cette population-là. Et puis ça va, donc la citation de Pompidou, mais ça va aussi dans ce qu'avait voulu instaurer le général de Gaulle. On est en 1965, c'est la fameuse amnistie des écarts des conducteurs. Et avant chaque élection présidentielle, pendant très longtemps, on attendait cela, l'amnistie pour un certain nombre de fautes qui avaient été faites. D'année en année, d'élection présidentielle en présidentielle, ça n'a plus eu lieu. Là, Jacques Chirac, je crois, qui a arrêté en 2002. Ouais, là, il est en train de remettre, je dirais, une petite pièce dans la machine avec toujours ce petit esprit, vous les automobilistes. D'ailleurs, j'avais retrouvé une citation, une vidéo qu'il avait faite en 2018, Éric Zemmour, il disait « l'automobiliste est une vache à lait, ce sont des pestiférés ». Donc là, il redit la même chose aujourd'hui. Marion Parizet, vous êtes d'accord? Il y a
un équilibre qu'il essaye de mettre parce que son électorat à l'origine est plutôt quand même bourgeois, plutôt éduqué. Et on voit à travers ces propositions-là qu'il tente d'aller à la rencontre de l'électorat populaire de Marine Le Pen, qui pour le moment est encore fidèle au Rassemblement national. Alors c'est intéressant parce qu'il y a cette dynamique-là, mais il est dans un perpétuel jeu d'équilibriste à travers toute cette interview, qui est d'un côté mettre en avant ces questions de ne pas emmerder les Français pour en même temps, d'une certaine manière, essayer de rassurer son électorat éduqué, élite. On voit qu'il ne dit rien, il approuve l'IVG, le maintien de l'IVG, il prend acte, il le dit comme ça, du réchauffement climatique. Il ne vient pas aller plus loin sur ces thématiques qui lui permettent encore de parler aux élites. Stéphanie Villers, on va aller sur les questions à proprement parler économique, mais c'est aussi une société de la libération. Je ne sais pas comment définir ça sur certains aspects. Moins de contraintes que nous décrirait un Éric Zemmour. Oui, mais enfin, il parle quand même d'une réalité qui n'existe pas, puisque la situation des commerces se passe quand même très bien. On voit que depuis la fin des restrictions sanitaires, eh bien, les dépenses des ménages sont quand même au rendez-vous. Et puis la rue de Rivoli, bien sûr, elle est pénalisée non pas par les vélos, mais par l'absence de touristes étrangers. Donc en fait, c'est quand même une réalité. Donc il utilise à des fins de séduire son électorat et d'élargir son électorat, mais avec des exemples en fait qui ne sont pas justes économiquement, en fait. Arlette Chabot, sur ce point encore, c'est quand même pas grand-chose, une proposition autour du permis de conduire. Ça mérite quand même d'étoffer des choses, mais ça reste quelque chose de symbolique très fort quand même. Revenir sur la limitation de vitesse, voilà, rétablir le 90 km/h sur les autoroutes, c'est pareil. Donc, moi, je suis assez d'accord avec ça. On voit bien, alors, on va reparler, avec Stéphanie reparlera du programme économique, là, on est libéral, je baisse les impôts, les entreprises ne doivent pas souffrir. On n'augmente pas le SMIC parce que ça serait condamner des gens au chômage ou à des trappes à pauvreté d'un côté. Et puis l'électorat populaire, il a un peu plus de mal, évidemment, et là-dessus, il doit aller conquérir un électorat populaire. Et effectivement, il trouve la bagnole. Les Français aiment la bagnole. Les Français en ont marre. Voilà. Et c'est le seul petit clin d'œil qui peut faire, effectivement, aux Gilets jaunes sur le prix des carburants, on va en parler. Et puis aussi, ces histoires de, bah oui, ma voiture... les 30 km/h à Paris, et ça permet de cibler Anne Hidalgo. Et puis, fin des limitations de vitesse, fin du permis à points. C'est ça, effectivement. J'attendais les propositions sur la chasse traditionnelle. On ne lui a pas demandé, c'est dommage, mais il aurait pu aussi revenir sur ces traditions. Mais c'est ça, les seuls moyens qu'il a d'aller vers cet électorat populaire qui lui fait défaut. Moi, ce qui m'a toujours frappé chez Éric Zemmour, ce qui d'ailleurs, pour être très honnête, toujours mis à distance de lui depuis longtemps, c'est son inhumanité profonde. Le permis à points, c'est 1992. Dans un contexte où il y avait des milliers de morts sur les routes. Oui. Si on a instauré des politiques restrictives, c'est pas pour emmerder les Français, c'est pour sauver des vies. Ça n'apparaît jamais dans son discours. Quand Éric Zemmour, inhabituellement féministe, puisque l'IVG n'est pas remise en cause et même les moyens de contraception sont salués par lui dans cette émission, dit que MeToo est une entreprise de dénonciation. Il a même pu faire référence un peu avant, pas dans cette émission, mais à Vichy, à la collaboration, fait des choses ignobles. Éric Zemmour nie totalement la violence que connaissent les femmes dans la société. Et il y a un pont entre les deux. Chez lui, l'humanité est très rarement présente dans ses raisonnements. Ce sont des mesures froides, désincarnées. La sécurité routière, je suis désolé, mais il faut aller dans les hôpitaux, voir les dégâts que fait la vitesse sur les routes. Dire comme ça n'est plus du tout un débat. Depuis 1992, dire aujourd'hui on va supprimer le permis à points, ça n'a aucun sens. Jean-Michel Apathy, ça n'apporte rien à la société. Il répond à ça. Éric Zemmour. Il dit, moi, je ne pars pas comme la gauche. Je ne dis pas que vous êtes de gauche. Mais c'est ce qui... Non, franchement. Non, si, il dit... Excusez-moi, juste je vous reprends. Hein. Sauver des vies sur la route, si on dit que c'est de gauche, c'est minable. Non, mais c'est pas ce que je vous dis. Mais il dit, moi, je parle librement et n'attendez pas de moi... N'attendez pas de moi que j'emploie le vocabulaire que d'autres emploient. Je n'emploie pas, oui, les mots de la gauche. Et c'est pour ça que la gauche hurle. Et c'est pour ça que les médias hurlent. Parce qu'ils sont furieux. Ils ont compris qu'ainsi, je m'émancipais de leur dictature et j'émancipais les gens de leur dictature. C'est ça le plus grave pour eux. Quand vous dites que je clive et que être président rassemble, et c'est rassembler, c'est moi qui rassemble. Quand vous avez 67% des Français
qui craignent le grand remplacement. 67%, Guillaume Roquette. Hein, c'est qui rassemble? Je suis le seul à employer ce mot-là. Voilà ce que je voulais vous faire écouter, Jean-Michel. MeToo n'est pas de gauche. Quand on a vu des femmes, il y a maintenant 4 ans, descendre dans la rue avec un panneau « J'ai été violée il y a 30 ans et je n'ai jamais pu en parler, on ne m'a jamais écouté », ça n'est ni de droite ni de gauche. Et ça, je regrette, cette inhumanité. Dans le discours d'Éric Zemmour, on la retrouve trop souvent. Et sur le permis à points, ne jamais évoquer les victimes sur la route, c'est une impasse de la réflexion importante. Mais dans la stratégie d'Éric Zemmour, Marion Parisier, cette volonté d'afficher cette liberté de ton, vous n'entendrez personne parler comme moi. C'est revendiqué chez lui, pour ainsi dire. C'est totalement revendiqué. Ce qu'il tente de faire, c'est l'alliance de Trump et de Gaulle. Dans les faits, il en est encore très loin. Aujourd'hui, il a de Trump la parole. On l'a vu, l'incident qu'il y a eu sur le salon Millipol en ciblant les journalistes, en visant les journalistes avec un fusil. C'est exactement ce qu'on aurait pu attendre de Donald Trump dans ces conditions-là. Mais il n'a pas eu le succès professionnel qu'avait Donald Trump et qui lui permettait de prétendre aussi à des fonctions de direction, de gestion d'un pays. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce que j'ai noté dans sa réponse une fois, c'est pendant l'interview, il dit je laisse les tambouilles aux autres. Moi, ce que je sais faire, c'est porter des idées, écrire des livres et porter la bonne parole. Il ne dit jamais diriger. Il ne dit jamais gérer. Et c'est, je pense, là qu'il est encore en creux, c'est qu'il a tous les atours sur le dialogue, sur le discours. Il essaye de l'incarner. Mais les tentatives qu'il a faites aujourd'hui sont encore que de petits cailloux dans le jardin pour essayer de prétendre avoir un programme. À ce titre, je voudrais vous faire écouter 2 potentiels électeurs de Éric Zemmour qui retiennent, et vous allez voir, ils ont le même mot, que lui, il tape. Écoutez-les. Il est plus virulent, et puis, comme on dit, tout ce que les Français pensent tout bas, il dit tout haut. Comme on dit, il tape, il faut taper, et puis c'est tout. Voilà, il dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent aujourd'hui. Il dit des choses vraies que beaucoup de gens pensent tout bas. Il vous rappelle Jean-Marie Le Pen? Un petit peu, il tape dans le tas. Il tape, vous voyez, il tape là où ça fait mal, il tape dans le tas. Il parle essentiellement, il le dit lui-même, au mâle blanc hétérosexuel. Qu'on cherche à éradiquer, nous a dit Éric Zemmour. Voilà, donc il protège cette partie de cette population. Et effectivement, s'il veut ratisser large en voulant supprimer le permis à points, je ne suis pas sûre que ça parle à la femme caissière qui gère toute seule son foyer, qui a des problématiques de pouvoir d'achat. Et si on va lui parler de baisse des impôts, sachant qu'elle n'en paye pas, ça ne va pas non plus réussir à la convaincre. Donc il reste quand même sur sa niche qui est en tout cas économiquement, la baisse, c'est vraiment le fer de lance, on le voit déjà, de son programme économique, c'est la baisse massive des impôts. C'est ce qu'avait fait Donald Trump sous, en fait, j'imagine, les convictions des patrons qui l'incitent à venir alléger la fiscalité en France. Mais ça ne parle pas aux classes moyennes ou aux classes les plus modestes. On va parler de tout ça, pouvoir d'achat, retraite, ça aussi c'est un point, une vraie distinction avec Marine Le Pen. Il nous redit qu'il va vers la retraite à 64 ans. Mais peut-être d'abord sur cette idée qu'il dit tout haut, il tape, même si, comme vous l'avez souligné, la gestion, on la laissera peut-être à d'autres. Ça, c'est ce que disaient les électeurs du Front National de Jean-Marie Le Pen. Donc là, on revient 30 ans en arrière. Effectivement, c'était le succès du Front National et de Jean-Marie Le Pen, c'est fait sur ça. Lui, il dit tout haut ce que les Français pensent tout bas. Il ose, il transgresse. Donc la transgression, elle est passée de Jean-Marie Le Pen, atténuée par Marine Le Pen, c'est ce que lui reprochent ses électeurs, qui passe maintenant chez Éric Zemmour parce qu'il retrouve, il ose tout, il dit tout, il répète bien « je ne prends pas, moi, les mots de l'adversaire ». Je ne me laisse pas influencer par la gauche. Et quand il dit, on revoit, je ne clive pas, je rassemble, avec effectivement le soutien qui serait massif des Français effectivement à son analyse de la situation et au poids de l'immigration, il se compare encore une fois au général de Gaulle. Le général de Gaulle, il clivait. Le général de Gaulle tranchait. Donc dans un premier temps, il dit, les gens me considèrent comme un homme providentiel.
Et en gros, derrière, moi, je suis comme De Gaulle, j'ose, je clive. Allusion au général qui, effectivement, est parti à Londres et a eu quelques ennuis avec le régime de Pétain. Oui. Donc, je veux dire, c'est un homme providentiel. Autre époque, autre dimension. C'est pas ce général-là. Oui, mais oui. 58 plutôt. Voilà, mais quand même, si, l'indiscipline, c'est aussi l'homme qui est parti. Donc, franchement, je trouve qu'il place la barre assez haut. On a dit depuis le début qu'il se vivait comme effectivement l'homme qui veut sauver la France. Et il y a effectivement, pour lui, c'est très simple, Jeanne d'Arc, Napoléon, De Gaulle et sans doute Éric Zemmour qui va empêcher la France de mourir. Je reviens sur ce sondage, on l'avait regardé ensemble, les électeurs potentiels d'Éric Zemmour qui se revendiquent comme radicaux, voire très radicaux, ils assument à 65%, qui assument, comme Éric Zemmour nous dit, assumer ses propos. Oui, c'est ce qui ressort de cette enquête du Cevipof et Ipsos. Effectivement, ils assument leur radicalité avec quand même pour Éric Zemmour des handicaps, ce sont ces fameux traits d'image par exemple, et le fait, si on compare avec Marine Le Pen, c'est qu'en Marine Le Pen il voit une personnalité qui pourrait diriger la France justement, et pas dans Éric Zemmour le côté être président de la République, ça transparaît beaucoup moins. Donc je pense que c'est ça aussi ces handicaps aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'avec cette émission télé c'est résolu un petit peu ce qui l'empêche aujourd'hui, en tout cas aux yeux des sondés, d'accéder à la fonction présidentielle. Moi, ce qui m'a frappé dans cette émission, pour revenir et pour faire la synthèse sur la parole, on a vraiment eu un professionnel de la parole. Si on en doutait encore, on l'a encore vu aujourd'hui. C'est-à-dire quand il fait un certain nombre de citations, quand il avance des chiffres, j'ai voulu vérifier ce qu'il avait dit. Tous les chiffres que j'ai pu vérifier, ils sont exacts dans ce qu'a cité Éric Zemmour. Souvent, vous avez des politiques qui vous avancent un chiffre ou une citation et vous êtes là, oh là là, c'était pas le bon, c'était il y a 20 ans, etc. Là, c'est vrai, sur la question du SMIC, sur la question de la natalité aussi, quand il dit que ça avait commencé à baisser, j'ai regardé, oui, à partir de 2010, 2012, ça baisse. Effectivement, on retrouve aujourd'hui des taux qui sont équivalents à ceux de 1993. C'est un bon journaliste, alors. Ouais, exactement. Les chiffres sont bons. Les chiffres sont bons, les citations, il fait référence. Regardez, j'ai bien lu dans le Figaro cette anthropologue, cette psychologue. Je suis allé voir, oui, le Mirage MeToo, c'était lundi, Sabine Procoris, le MeToo, un mirage. Un mouvement éradicateur. Éradicateur, il n'est pas émancipateur, mais éradicateur. Donc tout ce qu'il affirme, en fait, est vrai. C'est en ce sens-là, aux professionnels de la parole, ce qui était peut-être un peu plus facile avec d'autres politiques pour aller sur le terrain du combat ou de l'opposition ou de leur dire regardez ce que vous dites, c'est que souvent il y avait une approximation, on va dire, dans ce qui était dit. Pour le coup, dans cette émission-là, dans ce que j'ai relevé, je n'ai pas dit que j'ai fait à 100% vérification, mais à chaque fois que ça m'a interpellé, je suis allé voir, c'était vrai. Donc c'est en ce sens-là où il y a un professionnel de la parole. Reste à franchir le cap du professionnel de la gouvernance, j'allais dire. Jean-Michel, peut-être, écoutons-le sur MeToo, parce que c'est un point que vous avez soulevé à juste titre. La défense de l'homme blanc, c'est ce qui met derrière sa contestation du mouvement MeToo, qui est un mouvement à ses yeux, reprenant la formule, éradicateur. La libération de la parole, c'est un grand mot pour dire qu'il y a une éradication du mâle blanc hétérosexuel. Ce mouvement a nuit à quoi là? Aux femmes, aux hommes, aux relations entre les hommes et les femmes. Combien c'est de la délation ce qui s'est passé, monsieur. C'est de la délation. En plus, avec les réseaux sociaux, les gens sont accusés, alors que pour la plupart, ils sont innocents. Ça rejoint. Voilà, alors ça, pour le coup, c'est sans doute une inexactitude. La plupart dénoncés innocents, certains l'ont été par la justice. Ça rejoint ce que dit Jean-Michel sur l'inhumanité ou moi, ça me choque d'entendre ça, mais si je vais au-delà de mes sentiments personnels, c'est un regard qui n'est pas juste sur la société. Nous avons de multiples témoignages, vraiment, il me semble qu'il y en a beaucoup. Grégoire Delcourt, encore ce matin, qui donne là-dessus, c'est un romancier, qui donne là-dessus une interview tout à fait touchante et émouvante dans Le Parisien. Il vient de publier un livre chez Grasset sur les violences sexuelles faites aux enfants. Mais dans son interview, il parle aussi des violences sexuelles faites aux femmes. C'est quelque chose que nous découvrons depuis quelques années. La commission sur l'Église aussi l'a montré. Là-dessus, la vigilance de la société. Ce n'est pas le fait d'ailleurs que les femmes prennent la parole, c'est pas du tout ça le mouvement MeToo. C'est qu'on écoute des femmes qui veulent parler de cela, que l'on écoute des enfants qui veulent parler de cela. Les violences sexuelles, c'est un problème dans son ampleur qui est devant nous. Nous n'en avons pas conscience. Dans le théâtre, dans l'Église, ça commence à être fait. Dans la politique, le journalisme, vraiment, dans des milieux, dans l'entreprise, des milieux professionnels importants,
Si des femmes veulent parler, elles ont encore beaucoup de mal à le faire. Il y avait, fin septembre, un hashtag sur Twitter, double peine, une femme qui raconte comment elle est accueillie dans le commissariat de Montpellier. Il y a un travail énorme à faire. Et entendre quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, potentiellement crédité d'un second tour, nous verrons bien, dire que MeToo, c'est un mouvement de dénonciation, franchement, c'est ne pas regarder la société. C'est ne pas comprendre ce qui se joue, c'est être insensible à la douleur. Et ça, je trouve que quand on veut diriger un pays, indépendamment de la technicité qu'il faut pour diriger un pays, je trouve que c'est un problème. Parce que quand on veut diriger un pays, il ne s'agit pas de remettre des comptes publics ou pas seulement d'équerre. Il s'agit aussi de gérer des douleurs, des femmes, des hommes, des enfants, des problèmes humains. Et là-dessus, franchement, Éric Zemmour a une marge de progression extrêmement importante. MeToo, un mouvement de dénonciation, je trouve que c'est extrêmement choquant. Marion Parizet. C'est un sujet sur lequel il peut s'implanter parce que, justement, en effet, il a un public masculin qui lui permet, qui va être en réaction à tout ça et qui va sans doute se retrouver renforcé, confirmé. Mais où est-ce qu'il va réussir à dépasser ce public original qu'il a déjà? Et c'est là la question. Là, aujourd'hui, c'est un peu la tentative qu'il fait à travers l'équilibre qu'il met. Là, j'y reviens encore. Mais c'est une difficulté qu'il va avoir. Fondamentalement, en effet, sur MeToo, il y a pu avoir des cas où le mouvement a pu avoir des défauts dans la façon dont il a mis sur la place publique des personnes sans qu'il n'y ait forcément un respect de la présomption d'innocence, etc., qui a pu être problématique. Et c'est en mettant des mots bien plus durs sur ce phénomène-là et en l'exacerbant qu'il arrive finalement à parler à tous ceux qui doutent et tous ceux qui, aujourd'hui, sont aussi hors des systèmes politiques parce qu'ils attendent une parole qui est une parole anti-système. Quand on compare les électorats d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, on constate qu'il y a une constance dans les profils des votants en rouge pour Éric Zemmour, en gris pour Marine Le Pen. Je fais le lien avec notre discussion sur les femmes, où on voit qu'Éric Zemmour est assez faible chez les femmes, beaucoup plus puissant chez les hommes. Ça restera pour lui une difficulté dans une campagne éventuelle. Et quand on sait que 52% des électeurs sont des électrices aussi. Donc c'est certainement une notion vous le disiez, qu'il faudra prendre en compte aussi, et que pour l'instant Éric Zemmour ne prend pas beaucoup en compte. Je pense que c'est un vrai boulet pour lui, sa position très ambiguë à l'égard des femmes. Parce que c'est vrai que, on l'a entendu, il répond on arrive à MeToo parce qu'on lui pose des questions sur le soutien, guillemets, en tout cas la non-condamnation de Dominique Strauss-Kahn, la virilité masculine, Tariq Ramadan, la même chose qui est plutôt étonnante de sa part, lui aussi poursuivi pour viol. Donc il y a la parité, il trouve que c'est une véritable erreur, la parité. Donc tous ces sujets, il y a plus que des ambiguïtés. Il faut dire que les premiers succès d'Éric Zemmour, c'est fait sur le premier sexe et la féminisation de la société, les valeurs féminines qui prennent le pas sur les valeurs masculines, ce qui pose un problème. Donc je crois que pour lui, il va traîner ça vraiment comme une difficulté. Il y aura une traduction électorale. Alors on va dire évidemment, regardez aux États-Unis, Donald Trump finalement, en dépit de ses phrases, de ses déclarations à l'emporte-pièce, de ses positions sur l'avortement, finalement les femmes se sont pas totalement détournées de lui. Et je crois qu'on est en France, et je pense que vous avez entendu sur l'avortement, non, mais attention, le mariage pour tous, non, je ne reviendrai pas dessus, mais donc il y a sur tous ces sujets de société, et notamment ce qui concerne les femmes, il y a de vraies ambiguïtés de la part d'Éric Zemmour, et je pense qu'il va être obligé de s'expliquer de plus en plus précisément. C'est des positions très ambiguës. C'est ce que je dis, absolument. Comment il va pouvoir... C'est beaucoup plus clair dans son dernier livre, d'ailleurs, que dans le discours. Quand on lui pose la question sur, évidemment, ses écrits concernant Dominique Strauss-Kahn et puis les femmes à conquérir, et voilà, je ne vais pas reciter Éric Zemmour, il répond, oui, mais MeToo, c'est pas bien, c'est un mouvement éradicateur. Ce n'est pas une réponse aux questions. Oui, il transforme en fait le mâle hétérosexuel blanc en victime, en fait. Oui, c'est ça. Mais toute sa théorie il va falloir que ça puisse convaincre les femmes. Et les femmes, si elles votent pour quelqu'un de misogyne en France, c'est quand même, ça va être révélateur et très dangereux. Enfin, c'est inquiétant. Qu'il est très ambigu. Il faut qu'il sorte.
Oui, les hommes, mais encore plus les femmes qui ne sont pas capables de se protéger contre un danger avec l'arrivée de Zemmour qui nous dit que la femme a un cerveau archaïque, que si la société va mal, c'est parce qu'il y a une féminisation de la société. Enfin, il faut quand même derrière. C'est pour ça que je dis qu'il doit sortir de ça. C'est un vrai boulet pour lui. Il faut qu'il sorte de ses ambiguïtés. Parce qu'il n'est pas clair, parce que ses propos d'aujourd'hui n'excusent pas ses écrits d'hier. Donc il ne s'en sort pas là-dessus, il n'est vraiment pas clair. Je voudrais qu'on aborde un autre point qui mérite peut-être encore clarté chez Éric Zemmour, candidat putatif, c'est la question du pouvoir d'achat, dont on sait que c'est la question centrale aujourd'hui pour beaucoup de Français et que c'est en train de devenir l'enjeu essentiel à ce stade de la campagne. Éric Zemmour interrogé notamment sur la question du coût de l'énergie. On a vu ce versement inflation de 100 €. Lui, qu'aurait-il fait? Alors il nous parle d'une baisse des taxes. Ça reste tout de même assez flou, écoutons-le. Le gouvernement fait un chèque de 100 €, il va en récupérer beaucoup plus avec l'augmentation des taxes. On aurait pu imaginer, mais ça aurait été beaucoup plus coûteux pour les finances publiques, mais beaucoup plus honnête vis-à-vis des gens, une baisse des taxes sur l'essence. Parce que là, l'État, vraiment, se serait privé de recettes et aurait dit, voilà, pour le pouvoir d'achat des gens, je me prive de recettes. Mais ça, évidemment, c'est beaucoup plus facile de balancer 100 € qui seront récupérés par une hausse des taxes. Vous avez compris ce qu'il aurait voulu faire en tant que président? Oui, baisser les taxes. Oui, de toute manière, c'est le fil conducteur de son programme économique. Il n'en a pas d'autre. C'est massivement baisser les impôts et les taxes. Alors, dans le cas précis du carburant, en fait, pourquoi le gouvernement n'a pas choisi cette option-là? Parce qu'en fait, ça coûte extrêmement cher et pour le consommateur, ça lui rapporte très peu. Je vous dis, une baisse de 10 centimes sur le litre, ça coûte quand même 5 milliards. Et lorsqu'il dit on va baisser les taxes sur le carburant parce que finalement l'État récupère énormément d'argent, déjà il faut qu'il sache que la TICPE elle est fixe. Elle ne varie pas en fonction du cours du pétrole. Donc déjà que ce soit en hausse ou en baisse, c'est toujours le même revenu, les mêmes recettes qui arrivent sur l'État. Et c'est la TVA qui effectivement est en fonction, mais elle qui représente que 20 centimes par litre. Et on sait très bien qu'on est en situation de déficit budgétaire. Donc en fait c'est rajouter, baisser les impôts, c'est rajouter encore du surplus dans les déséquilibres des comptes publics. Donc, a priori, on peut se dire que c'est complètement démagogique et ça ne peut pas être réalisable. La preuve, c'est que le gouvernement, qui avait tout intérêt à plaire à son électorat le plus large, est revenu et a décidé plutôt d'envoyer un chèque aux Français, à 38 millions de Français plutôt que de baisser les taxes. Comment, c'est toujours difficile, mais il est libéral, Éric Zemmour, vous le définissez comment? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est inspiré, il s'inspire du bon vouloir des patrons qui, a priori, pourraient le financer. Je pense que ça se joue comme ça et qui lui disent, en fait, la France ne peut pas être compétitive parce qu'on paye trop d'impôts. Donc, c'est en ça où il ne parle pas à la majorité des Français. Il parle à ceux qui ont pu, par exemple, mettre de côté. Je vous rappelle qu'il n'y a que 20% des Français qui ont mis de l'épargne forcée de côté, aux alentours de 150 milliards d'euros. Pendant la crise Covid. Et c'est à eux qui parlent, enfin pas tous, mais en tout cas il peut arriver à les convaincre parce que ces ménages-là n'ont pas de problèmes liés à la crise sanitaire et à la crise économique. Ils ont mis de côté et en fait ils résument et concentrent leurs problématiques sur l'immigration. Donc là ça séduit. Mais à tout le reste, c'est-à-dire tous ceux qui se retrouvent avec une situation de problème de fin de mois, ils n'arrivent pas avec des solutions, bien au contraire. Et il arrive en disant, moi sur les retraites, contrairement à Marine Le Pen, ce sera 64 ans. Autre extrait. On a un problème d'activité globale. C'est-à-dire que nous sommes le pays d'Europe où l'activité globale sur toute la vie est la plus faible. Pourquoi? Parce que les jeunes rentrent plus tard dans la vie active, merci, et les gens sortent plus tôt. Et donc pour cela, nous avons, d'après moi, deux moyens. Le premier, c'est allonger la durée de l'âge de prise de la retraite à 64 ans. Oui. Et deuxièmement, je pense qu'il faudrait faire un système de bonus-malus, quitte à prévoir, vous savez, des baisses de charges sociales comme on fait pour l'embauche des jeunes, pour que les patrons cessent de renvoyer les salariés quand ils ont 50 ans, 55 ans, parce qu'ils coûtent trop cher, parce qu'ils sont soi-disant inadaptés, et continuent, quitte à prévoir une sorte de temps partiel, vous voyez, pour les gens de plus de 60 ans, 65 ans. Au Japon, ça se fait très bien. En Allemagne, ça se fait très bien.
Bon, sur la question de la retraite, c'est dans la droite ligne de ce qu'on vient de se dire, hein, Stéphanie Villers, sur sa vision économique. Il y a quelques années, Éric Zemmour, quand il était purement éditorialiste, avait cette forme d'originalité qu'il n'a jamais essayé de creuser parce qu'il n'était pas en situation de le faire, qui relevait du scepticisme par rapport à l'Europe. Et sans avoir été très explicite sur le sujet, mais je me souviens d'écrits ou de propos très critiques sur le carcan de Maastricht, l'euro. De ce point de vue, Éric Zemmour a fait le choix, c'est très net, l'autre jour face à François Langlais, c'était très clair, de se banaliser. Il n'est plus du tout question de sortir de l'Europe, évidemment, sortir de l'euro non plus. Vous savez, si on ne sort pas de l'euro, bien on en respecte globalement les critères de gestion, et donc la question des déficits, la question de la dette, tout cela vous rattrape, vous empêche de faire n'importe quoi, donc de dire n'importe quoi, dire il faut baisser les impôts, c'est très facile, mais après, pendant la campagne présidentielle, il faudra préciser lesquels, quand, comment, qu'est-ce qu'on fait de la dette, enfin, toutes ces questions auxquelles les hommes politiques français sont confrontés en permanence. Éric Zemmour ne remet pas en cause, ça va être la première fois d'ailleurs depuis longtemps dans cette élection, que plus personne ne remettra en cause l'appartenance à l'Europe, la participation à l'euro et donc la poursuite d'un dialogue fécond avec l'Allemagne. Ça fera longtemps que cela n'était pas arrivé. Donc de ce point de vue, dans tous ces domaines-là, on est dans la banalité. Et ce grand jury, au fond, Éric Zemmour, Éric Zemmour, sur la question de l'économie, était banal. Il dit comme les autres. Ça n'est pas ça qui guidera le choix des électeurs, retraite à 64 ans, les déficits, il sera rattrapé. C'est bien beau de dire il faut baisser les taxes sur l'essence, mais enfin, si la facture coûte des milliards et des milliards, ben, vous ne le faites pas, quoi. Voilà, quand vous êtes aux manettes, vous ne faites pas n'importe quoi. C'est exactement ça, c'est les 2 points que j'avais notés, le permis à points et sur l'économie, une espèce de banalisation. Banalité, exactement. Parce que qu'est-ce qui fait la distinction avec d'autres candidats alors, si on remonte à 2016-2017, certes, on peut se rapprocher de ce que pouvait proposer un François Fillon, mais Emmanuel Macron, pendant son quinquennat, la retraite à 64 ans, c'est ce qui est proposé. Donc, on a envie de dire, donc, so what, et Éric Zemmour, quelle distinction, quelle différence avec ce qui se dit et ce qui se fait par rapport... Il y a une différence avec Marine Le Pen, qui promet la retraite à 60 ans. Oui, non, mais ça ne durera pas. Hein. C'est ça, j'allais dire, pour l'instant, voilà. Mais sur les candidats, on va dire, de la droite ou qui gouvernent, il n'y a pas de différence aujourd'hui avec ce que propose Éric Zemmour. Alors c'est vrai que l'attention aux entreprises, c'est aussi sur l'augmentation du SMIC, par exemple. Absolument. Puisqu'il dit, d'abord, pourquoi les salaires sont aussi faibles ? Parce que l'industrie française a disparu. Donc il faut réindustrialiser la France avant d'augmenter les salaires. Donc c'est pas, et le SMIC notamment, c'est pas demain la veille. Hein. Et deuxièmement, à propos des 35 heures et de l'augmentation du temps de travail, il dit, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui m'ont dit, c'est plus un problème les 35 heures. Donc, on n'y touche pas. Donc, je veux dire, ce que disait Stéphanie sur l'écoute des entreprises, des chefs d'entreprise, on voit bien que, on le regardait tout à l'heure dans une boucherie, il a sans doute rencontré plus d'industriels ou plus de financiers pour des tas de raisons que sans doute de petits commerçants ou de Français ex-gilets jaunes ces derniers jours. Il y a un vrai souci, c'est vrai, d'épargner, guillemets, les entrepreneurs. Stéphanie Villers. Oui, et on voit que relocaliser, en fait, ça a un coût. Et la vraie question, c'est est-ce que les Français sont prêts à acheter du Made in France ? On voit qu'avec la hausse de l'inflation, au contraire, on a tendance à voir des Français qui restent grippés sur leurs problématiques de budget. Donc, la vraie question, c'est d'accord, on relocalise, mais comment ? Alors, il y a quand même une option, hein, c'est la robotisation qui pourrait rendre notre industrie compétitive, mais ça veut dire moins d'emplois. Donc, la réalité, elle est là. Quand on dit relocaliser, réindustrialiser la France, c'est forcément avec moins d'emplois pour rester compétitif. Donc, ça reste encore des mots. Qui effectivement parlent et font plaisir, mais dans la réalité, il y a quand même des montagnes à dépasser. Oui, on le comprend. Marion Parizet. J'aurais 3 points sur ça. Le premier, sur la question de la banalité. Sur la banalité, en fait, on sent là qu'Éric Zemmour, il sort de sa zone de confort, de sa zone d'expertise au final. Et c'est un peu pour ça que ces propositions sont aussi limitées. C'est qu'il ne sait pas de quoi il parle à ce stade. Alors peut-être qu'il a encore quelques mois pour réussir à développer un programme, mais il a toujours mis son discours, pas sur ce qu'il va faire, mais ce vers quoi il faut faire revenir la France. C'est un discours très très conservateur en ce sens-là. Il dit comment on veut la France, mais il ne dit pas qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver. Il n'y a aucune volonté en tout cas dans le discours à ce stade, de projection pour la France. Ça, c'est
vraiment, ça rejoint la question de la relocalisation. Il le mentionne un petit peu, et ça c'est mon deuxième point. Il mentionne la relocalisation, mais il ne dit pas comment relocaliser. Il ne dit pas quelles sont les étapes pour redonner sa grandeur à la France, pour accéder à cet idéal-là qu'il met en avant. Qui ne le dit pas, hein. Et enfin, le dernier point, c'est sur les questions de cet électorat ou ces personnes à qui il parle. Il parle en fait à la classe moyenne sur la question des taxes. Il parle à cette classe moyenne que beaucoup de partis politiques essayent d'arrimer, mais qui aujourd'hui est un peu entre les deux, qui ne reçoit pas d'aide et qui ne gagne pas suffisamment bien sa vie pour pouvoir s'en sortir réellement à la fin du mois. Et en ça il a raison. Pardonnez-moi, parce que justement, on a vu tout au long du week-end un affrontement à distance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen disant « moi, je parle au peuple », Éric Zemmour disant « moi, je parle à la bourgeoisie, mais je suis capable aussi de parler au peuple ». Et au passage, il avait eu une phrase parlant du ghetto chômeur ouvrier qui votait Marine Le Pen. Il s'en est expliqué dans le grand jury. Quand je parle de ghetto, je parle de ghetto politique. C'est-à-dire que je considère que Marine Le Pen a enfermé ses électeurs, qui sont pour la plupart des électeurs des classes populaires, ouvriers, chômeurs, employés, dans un ghetto politique parce qu'elle n'en sort pas et parce qu'elle ne les sort pas de ce ghetto. C'est-à-dire que le vote pour Marine Le Pen ne sert à rien puisqu'elle ne peut pas gagner la présidentielle, puisqu'elle n'a pas l'alliance avec une partie de la bourgeoisie des CSP+. En France, on ne gagne pas. C'est le Parti communiste des années 60. Vous savez, le Parti communiste est monté jusqu'à 25%. Il n'a jamais gagné, parce qu'il était enfermé dans un ghetto politique. Ce n'est pas insulter les gens qui y sont que de dire que c'est un ghetto politique. Au contraire, c'est de dire que celle qui les conduit ne les enferme dans ce ghetto politique. Ce n'est pas la même chose. Celle qui les conduit et dont vous êtes l'un des porte-parole, Franck Alizio, porte-parole du Rassemblement national, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes donc les meneurs de ghettos, d'ouvriers et de chômeurs. Comment vous entendez l'analyse que fait Éric Zemmour ? Bah pour rien vous cacher, ça nous a un petit peu choqués. Moi, ce qui me choque avant tout, c'est que Éric Zemmour, qui veut parler de la France et des Français et aux Français, nous fait de plus en plus la stratégie, nous explique sa tambouille politique, sa stratégie politique. Donc, il redevient, paradoxalement, comme quoi on ne peut pas s'en débarrasser comme ça, journaliste politique, commentateur politique, analyste. Mais là, on n'a pas besoin de savoir que oui, on a bien compris que M. Zemmour voulait d'abord faire une OPA sur l'électorat LR, c'est-à-dire les retraités et les CSP+. Il leur parle à eux, mais est-il obligé de faire ce distinguo, de saucissonner l'électorat et d'expliquer que grosso modo, les classes populaires et les classes moyennes sont enfermées dans un ghetto par Marine Le Pen. Enfin, Marine Le Pen, c'est toujours adressé à tout le monde. Alors oui, elle n'a pas l'œil collé sur les analyses de sondage en disant bon, c'est les retraités qui votent le plus, c'est les CSP qui votent le plus, donc on va devoir leur parler. Non, elle parle à tous les Français, en effet. Et oui, il se trouve qu'elle est la candidate, probablement la seule candidate dans cette élection et la seule candidate depuis de nombreuses années qui est encore entendue et écoutée par les classes populaires. Et c'est elle qui a la clé d'ailleurs de la remobilisation et de la participation à cette élection. Je ne sais pas si Éric Zemmour est candidat à la présidentielle, mais il est clairement candidat à la primaire de la droite qui est en train de se jouer entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est à qui survivra à ce bras de fer. Ouais, enfin, je reprends ce que je vous ai dit à l'instant. Moi, je pense qu'il est plutôt candidat à la primaire LR pour l'instant. Il parle beaucoup à l'électorat LR, il parle beaucoup à cette sociologie retraitée, CSP+, dans un, comment dire, avec, j'allais dire un cynisme, on va dire un pragmatisme électoral absolu, c'est-à-dire commencer par dépouiller LR en profitant qu'il n'ait pas de candidat pour l'instant jusqu'au 4 décembre. Nous avons une de candidate, elle est déjà sur le terrain, elle s'adresse déjà, pas que, comme disait tout à l'heure Arlette Chabot, je trouve que l'analyse est bonne, je trouve que Éric Zemmour, on sent qu'il écoute beaucoup les grands industriels, les banquiers. Il est moins sur le terrain, les indépendants, les artisans, les commerçants. Sur le terrain, on sent qu'il est moins à l'aise avec ces thématiques économiques, plus avec le macro et le big business qu'avec le petit entrepreneur, le petit indépendant, le petit commerçant. Oh, on l'a quand même vu hier chez un boucher, Éric Zemmour. Illustration, oui. Regardez. Et qu'est-ce que vous vendez le plus? On vend de tout, nous. Hein. Ouais. On fabrique, on vend du bœuf, du veau, de l'agneau, de tout. Ouais. Et vous n'êtes pas trop embêté par les véganes et compagnie?
Non, ça va. Ça va. Bon. Là-dessus, je gère. Bon, c'est bien. Et vous avez beaucoup de touristes ici ou vous avez seulement la clientèle? Non, j'ai beaucoup de dovidés. Bah ouais, j'imagine. Beaucoup de dovidés, et puis on travaille bien. Ouais, j'imagine. Et vous êtes le seul boucher ici dans la ville? Ouais, le meilleur. Donc vous êtes le seul et le meilleur. Exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bah c'est. Mais non, c'est pas la première fois. Bah, officiellement, on vous a pas encore. Mais il n'y avait pas de caméra. Oui, mais avec devant des caméras. Ah, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Mais ça raconte rien du tout. Je viens voir monsieur, on m'a dit, venez voir, le boucher veut vous voir. Je viens le voir, c'est tout. C'est une réponse à Marine Le Pen qui dit que vous êtes pas assez sur le terrain? Non, mais non, c'est pas une réponse, mais non. Pas du tout? Faut y voir aucun signe politique. Mais je me suis pas obsédé par Marine Le Pen, moi. Tout ce que je fais n'est pas en fonction de Marine Le Pen. Bon, je ne sais pas s'il est obsédé ou non par Marine Le Pen. On parlait de banalisation. Le candidat doit aussi se livrer à ce genre d'exercice ô combien traditionnel. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ce genre de... C'est jamais très facile, effectivement, pour en suivre. Mais ce qui est intéressant, vous parliez tout à l'heure de cet électorat. On parlait des industriels, des CSP+. Quand vous montrez tout à l'heure votre graphique et la répartition on peut le revoir, si vous voulez. On va le revoir. Des votants entre les hommes, les femmes, les ouvriers, les artisans. On voit que Marine Le Pen, justement, elle est très forte et implantée dans tout ce qui est la ruralité, ou encore les ouvriers, ceux qu'Éric Zemmour parle de ce ghetto politique. Et quand lui dit, moi je veux faire la liaison entre la bourgeoisie conservatrice et patriote et les classes populaires, la classe ouvrière, il n'arrive pas, lui, pour l'instant, à faire ce pont. Alors, il critique Marine Le Pen qui n'arrive pas à faire le pont avec la bourgeoisie patriote, soit dit selon lui, mais elle a les classes populaires. Et c'est elle qu'il veut aller chercher. Quand il propose la fin, revenir sur les 80 km/h ou les permis à points, c'est pas juste pour faire joli comme ça. C'est-à-dire qu'il a aussi un objectif politique derrière et que par cette mesure, il espère aller chercher ce qui aujourd'hui lui fait défaut, ce qui aujourd'hui lui manque. Donc, certes, il dit, moi, j'arriverai à faire cette alliance. Pour l'instant, on la voit pas, elle n'est pas effective et elle lui manque. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de juste dans la notion de ghetto qu'évoque Éric Zemmour. Beaucoup d'électeurs des Républicains auraient pu voter pour les idées de Marine Le Pen. Le grand remplacement, enfin même si Marine Le Pen, enfin la subversion migratoire, la préférence nationale, des choses comme ça, c'est quelque chose qui parle pour beaucoup d'électeurs des Républicains. Mais ils ne peuvent pas voter Le Pen. Parce que la marque n'est pas supportable, parce que l'histoire, le nom, c'est un problème, le nom. Évidemment que c'est un problème. Éric Zemmour, là-dessus, il fait la passerelle entre ces électeurs-là. Il a le potentiel pour faire la passerelle. Et dans les intentions de vote qu'il y a aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'électeurs des Républicains qui soutiennent Éric Zemmour. On ne note pas assez qu'Éric Ciotti dit « oui, grand remplacement, j'y crois. Oui, préférence nationale, il faut ». Éric Ciotti participe à la primaire des Républicains. Donc Éric Zemmour, qui intellectualise de manière outrancière la stratégie, la bourgeoisie, le prolétariat, tout ça c'est du flanc. Éric Zemmour, il peut faire la jonction entre les électorats. C'est ça la grande menace de Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen, c'est vrai, elle a toujours le plafond de verre, et ça, M. Alizio a dû le constater lui-même sur le terrain, c'est quelque chose qu'elle n'a pas su casser. Alors j'aimerais qu'on aille sur le terrain de l'immigration, parce que ça a été évidemment l'un des sujets forts de ce grand jury. Je vous précise d'ailleurs que Marine Le Pen sera ce soir dans toute franchise à 18h. Elle aura l'occasion de répondre à distance à Éric Zemmour, puisque ça fait des semaines que ça dure ainsi. Allons sur le terrain de l'immigration, où là, le discours chez Éric Zemmour est on ne peut plus clair. Oui, je divise entre Français et étrangers. Mais quand vous dites parce que si je ne... Attendez, laissez-moi répondre. Si je ne divise pas, vous voyez, si je ne discrimine pas entre Français et étrangers, ça veut dire que la nation n'existe pas. Ça ne sert à rien d'avoir la France. Si on est étranger ou français, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Éric Zemmour, la solidarité nationale doit être maintenue et réservée aux Français. Et il ne fait pas de distinction entre étrangers en situation régulière ou irrégulière. Hein. Là, dans la tête, l'esprit d'Éric Zemmour, c'est la présence des étrangers au sens large dans notre pays. Solidarité nationale réservée à tous les Français. Axe fort, ce n'est pas nouveau, mais important de la stratégie d'Éric Zemmour. Mais c'est pas là qu'il se différencie fondamentalement du Rassemblement national ou de Marine Le Pen. Vous vous souvenez que la première intervention de Marine Le Pen sur le terrain, c'est quand elle a dit préférence nationale pour le logement. Donc là, il n'y a pas de différence fondamentale. En revanche, ce qu'on attend, donc lui, il dit, voilà, on ne donnera pas effectivement les allocations de solidarité aux étrangers. Le RSA, par exemple. Pour les Français, le CRS, voilà, bon. Mais là-dessus, il n'y a pas de vraie différence. En revanche, ce qui nous manque toujours, c'est la pratique de l'islam par les musulmans
les Français musulmans. Alors, l'histoire des prénoms, tout ça a un tout petit peu disparu. Il disait à propos de l'islam que ça doit devenir une pensée, mais qu'on doit abandonner, les musulmans de France doivent abandonner l'islam politique, s'en détacher, et que l'islam doit devenir une spiritualité. Moi, j'ai toujours pas compris comment on va convaincre effectivement les musulmans français, les Français musulmans, d'intégrer le changement de pratiques religieuses. Et si il y a une partie des musulmans de France qui ne comprend pas ou qui ne veut pas, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, j'ai toujours pas compris. Ce sujet-là, il est extrêmement délicat. C'est aussi une grande différence entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Marine Le Pen dit l'islam est compatible avec la République. Éric Zemmour dit non et demande au fond, encore une fois, une autre pratique aux Français musulmans. Et ça, moi, j'ai pas compris comment on y arrive, quoi. Hein. C'est la francisation. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a les schémas culturels ou les ça va très obligations loin chez Éric Zemmour. Bah oui, ça va très loin. Et là, il dit l'habit traditionnel, il est déplacé dans l'espace public. Il interdit les... Je suis surpris par la question. Est-ce qu'on va interdire le boubou africain? Je crois qu'il n'avait pas vu arriver la question. Là-dessus, c'est très flou, quoi. Il y a beaucoup de confusion dans tous ces domaines-là, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre les Français et les étrangers. Oui, les étrangers ne bénéficient pas des mêmes droits que les Français. La citoyenneté n'est pas accordée aux étrangers. Donc, bien sûr qu'il y a des droits. Bien sûr que la nation et ceux qui la composent se distinguent par rapport à ceux qui n'ont pas le statut national. Sur les aides elles-mêmes, alors là, la confusion est totale. Les allocations familiales, il faut les réserver aux Français, mais quand vous touchez un salaire dans le cadre d'un contrat de travail normal, si vous êtes étranger, vous cotisez. Donc après, vous en profitez. Donc là-dessus, c'était pas clair. Je ne sais pas si le RSA, un étranger, est-ce que les étrangers le touchent peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'un étranger en situation régulière, oui. En situation régulière, oui, mais en situation irrégulière, non. Donc c'est une masse très réduite. S'il fallait faire des économies en supprimant, alors peut-être qu'il faut placer ça sur le terrain des principes, mais sur le terrain de l'économie, ce serait autre chose. Et par ailleurs, il le place sur le terrain des économies, parce qu'il dit que ça coûte affreusement cher. Les économies seront quand même très minimes. Et par ailleurs, de glissement en glissement, on en arrive très vite. Moi, ça me semble être un point fondamental. On en arrive très vite à comprendre que pour Éric Zemmour, quand on est musulman, on n'est pas français. Or, rien n'est plus faux que ça. Vous savez depuis quand on peut être français et musulman? Depuis qu'on a envahi l'Algérie en 1830. C'est depuis ce moment-là qu'on peut l'être. Donc, quand on se dit, encore aujourd'hui, Éric Zemmour dit, je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait de lâcher l'Algérie française, et que par ailleurs, on dit, quand on est musulman et français, on ne peut pas être français quand on est musulman, on a quand même des contradictions dans sa tête qui mériteraient des éclaircissements. Sur ce point, autre extrait. Je suis désolé, je ne suis pas le président des femmes voilées. Je suis le président, si je devais devenir président, des Français, qui veulent être Français et qui veulent rester Français. Et non pas ceux qui veulent imposer l'islamisation du pays et transformer le pays en Liban en grand ou au pire en République islamique. Donc, je ne suis pas le compatriote de ces gens-là. Même s'ils ont la nationalité française. S'ils ont la nationalité française, ils devront absolument respecter les lois. Donc ce serait la francisation contre l'islamisation imaginée, crainte par Éric Zemmour, Marion Parizet? La question, c'est surtout sur l'applicabilité. Et quel niveau d'applicabilité il peut faire. Parce que la promesse en tant que telle, la promesse, elle parle à un certain nombre de Français. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent menacées dans leur identité par l'islam. Ça, c'est globalement, c'est un fait. Et on ne peut pas en tenir rigueur à Éric Zemmour de jouer sur cette fibre-là. Sur la question morale, on peut le questionner, mais politiquement, il joue sur quelque chose qui existe. Mais par contre, là où va se poser la question, en effet, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Parce que même la question du vêtement ethnique, certes, le voile, même la question du voile a été une question très sensible. On a réussi à l'interdire dans les espaces publics parce qu'il y avait une question aussi de permettre le contrôle de l'identité, de menaces, enfin de risques en termes de sécurité publique. Mais au-delà de ça, on est sur une zone très sensible où on n'est pas capable de mettre une ligne rouge très claire. Et c'est bien tout le problème déjà avec le voile. Ça serait encore plus si on élargit à d'autres caractères comme ça qui sont culturels où les marges ne sont pas du tout aussi claires. Il y a des arguments culturels. Et puis l'argument économique qui est brandi face à l'immigration, qui coûterait très cher, qui coûterait une fortune, Stéphanie Villers. On arrive à le quantifier, à le mesurer, à l'établir?
Les étrangers qui n'ont pas la nationalité et qui n'ont pas le droit de travailler, enfin qui ne sont pas en situation régulière, ça coûte très peu en fait au final à la France par rapport à tout ce que coûte un Français qui a le droit d'être indemnisé pour le chômage et sa retraite, tout ça, tout le reste. Et aussi, lorsqu'il dit que la plupart des chômeurs sont le chômage est plutôt concentré sur les étrangers, il faut savoir que pour être au chômage, il faut avoir travaillé d'abord. Il faut avoir travaillé, jusqu'à présent c'était 4 mois, maintenant il faut avoir travaillé au moins 6 mois sur les 2 dernières années. Donc en fait, ces droits se sont déclenchés de l'indemnité chômage parce qu'au départ, il y a eu un travail qui a été effectué. Donc c'est faux que la France, en fait, finance ces étrangers de manière totalement gracieuse. Derrière, il faut effectivement avoir effectué un travail, que ce soit pour le français ou que ce soit pour l'étranger. Le principe est le même. Le principe est le même. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce grand jury d'Éric Zemmour, sur lequel on continuera à revenir tout au long de la journée sur LCI et dans LCI Midi en particulier. Dans un instant, on va aussi vous présenter le questionnaire que La République En Marche, c'est une information LCI, présente aux Français. Une dizaine de questions. Est-ce que vous êtes déçus, satisfaits du quinquennat? Tiens, quelles sont vos envies pour le prochain quinquennat? On en parle dans les prochaines minutes. À tout de suite.